L'Égypte, un pays qui fascine par son histoire multimillénaire et la richesse de ses constructions pharaoniques. Mais le prestige de ses monuments, comme les pyramides, a longtemps laissé dans l'ombre d'autres trésors insoupçonnés. Au XIXe siècle, la découverte de temples antiques au sud du pays stupéfia les explorateurs. Les pharaons avaient régné là où le Nil ne coule plus que dans le désert reculé du Sahara. Dans cette vaste région appelée Nubie, ils y avaient érigé des monuments destinés à défier le temps. Mais pendant des siècles, ces merveilles seront victimes des hommes et de la nature. Dans les années 1960, avec la construction d'un barrage sur le Nil, leur destin s'annonce tragique. Ces temples ont failli disparaître sous les eaux d'un lac artificiel qui a englouti la Nubie. Leur sauvetage des eaux du Nil est dû à une mobilisation internationale et à l'exploit de milliers d'hommes sur le terrain. Pendant 2 décennies, les opérations ont mobilisé des moyens sans précédent et ont dû trouver d'incroyables solutions techniques. Certains des temples sauvés sont visibles au fil d'une remontée du lac Nasser. D'autres ont été expédiés à des milliers de kilomètres jusqu'en Europe et même en Amérique. Notre voyage dans le sud de l'Égypte nous ouvre les portes d'un patrimoine exceptionnel pour lequel des nations ont su se mobiliser pour un sauvetage au nom de l'humanité. Le Nil traverse l'Égypte en offrant une voie navigable et une source d'irrigation des cultures. Convaincus que ce fleuve était un don divin, les Égyptiens de l'Antiquité ont pu prospérer le long de ses rives. Ils y ont développé l'une des civilisations les plus brillantes du monde antique. Mais le Nil était capricieux. Il provoquait chaque année une crue, voire de redoutables inondations. Son débit était scruté chaque année avec inquiétude, car son évolution était une garantie de survie pour la population. Dans le sud du pays, à Assouan, des égyptologues ont trouvé dans un temple un instrument de mesure antique. Le nilomètre est une construction que l'on retrouve dans beaucoup de temples dans toute l'Égypte. Mais ici, spécialement sur l'île d'Éléphantine, dans les temples de Satis et de Khnoum. Il servait à mesurer la hauteur des crues du Nil. Un nilomètre est avant tout une échelle de mesure. Chaque marche est l'une des marques de l'échelle. Mais à côté, sur le mur, il y a d'autres échelles pour des mesures plus petites. Cela permettait de prévoir à quelle hauteur serait le niveau du Nil pendant les périodes d'inondation. Assouan est la dernière ville du sud égyptien. Elle a longtemps marqué la frontière entre la Haute-Égypte et les lointaines terres d'Afrique. L'extrême sud du pays s'étend sur des territoires de l'ancienne Nubie. Cette région est aujourd'hui répartie entre l'Égypte et le Soudan. Dans l'Antiquité, elle était délimitée par des frontières naturelles, les cataractes, des roches de granit perturbant le cours du Nil. La Nubie occupa une position stratégique pour contrôler les routes vers les richesses de l'Afrique. Au départ, royaume indépendant, tantôt allié, tantôt menaçant pour les pharaons, la Nubie culmina notamment avec les cités de Méroé et ses pyramides. Certains de ces souverains, appelés pharaons noirs, ont même réussi pendant une période à contrôler toute l'Égypte. À la fin du 4e millénaire avant notre ère, des rois égyptiens unifient eux un vaste royaume allant du delta du Nil au nord jusqu'à la première cataracte du fleuve au sud. Pour affirmer leur domination sur les territoires reculés, ces pharaons ont fait ériger une série de places fortifiées. Ces forts assurent la défense de leurs frontières. Au sud, ils font face au peuple nubien, avec qui les rapports vont évoluer.
La Nubie a toujours été une région très importante dans l'Égypte antique. Le Nil est une longue vallée continue et il n'y a pas vraiment de démarcation claire en termes de culture entre les uns et les autres, de sorte que tous ont toujours été en contact depuis les temps anciens. Les Égyptiens finirent par établir une frontière à Assouan, mais la Nubie avait beaucoup de ressources qui les intéressaient, de l'or, du bétail et également les routes commerciales vers le sud. Peu à peu, la Nubie passe sous le contrôle de l'Égypte, qui capture ses soldats et les réduit en esclaves ou les intègre dans son armée. Les souverains égyptiens vont affirmer leur domination sur la région par l'édification de forts, mais aussi de temples qui témoignent de l'évolution de l'architecture tout au long de l'Antiquité. À partir du XVIIIe siècle, des explorateurs européens vont remonter le Nil jusqu'au Soudan. C'est une révélation. Le sud méconnu de l'Égypte cachait depuis des millénaires des dizaines de sites antiques. De vastes sanctuaires, des tombeaux et même des temples creusés dans la roche. Ces monuments ont été construits depuis les pharaons au IIIe millénaire avant notre ère jusqu'aux Romains en passant par les Grecs. Ils fascinent par leurs dimensions, leurs couleurs et les mystères de leurs histoires. Mais dans les années 1950, c'est toute la Nubie et la richesse de son patrimoine qui sont soudainement menacées de disparition. On annonce une crue du Nil sans précédent, cette fois due à l'action de l'homme. Les débordements réguliers du fleuve s'accommodaient peu des besoins du monde moderne pour l'agriculture et le développement urbain. Dans les années 1950, l'Égypte doit faire face aux défis de sa modernisation et de son explosion démographique. Pour se développer, le pays ne peut plus dépendre des caprices du fleuve. En 1954, le président égyptien Gamal Abdel Nasser projette la construction d'un nouveau barrage à Assouan. L'ouvrage s'annonce titanesque, l'une des plus vastes constructions construites par l'homme, mais aussi l'une des plus coûteuses. Pour construire son haut barrage, l'Égypte a fait appel aux Occidentaux. Et ce sont les États-Unis qui ont appuyé ce projet en demandant à la Banque mondiale qu'ils contrôlaient de financer le haut barrage d'Aswan. Mais ce qui s'est passé dans l'intervalle, c'est qu'il y a eu une crise entre l'Est et l'Ouest. L'Égypte a acheté des armes à la Tchécoslovaquie. Les États-Unis ont voulu punir Nasser et ont empêché le financement du haut barrage. En guise de riposte, Nasser a nationalisé en 1956 la Compagnie universelle du canal de Suez en déclarant « Puisqu'on ne veut pas financer notre barrage, nous allons le financer avec les revenus du canal de Suez ». Et ça a été la crise de Suez qui a opposé l'Égypte à la France et à l'Angleterre notamment. Cette crise se termina par le retrait de la Grande-Bretagne et de la France. Finalement, l'Égypte se tourne vers l'Union soviétique qui apporte des moyens et des techniciens pour lancer le chantier. Au sud d'Assouan, un monument commémore cet accord et la construction du barrage. De son sommet, on peut contempler l'ampleur de l'ouvrage et de son chantier qui va durer 11 ans et mobiliser quelques 36 000 travailleurs. Les dimensions du haut barrage d'Assouan sont de 111 mètres de hauteur à partir du fond. La longueur de l'ouest à l'est de la digue mesure 3830 mètres, tout en comptant la courbure de son arc. La base du haut barrage est large de 980 mètres. Pour le construire, il fallut que 43 millions de mètres cubes de déblais, de terre et de roches soient déversés dans l'ancien lit du fleuve. Cela représente quand même 17 fois le volume de la pyramide de Khéops. Ce que ce barrage sans précédent va créer en amont, c'est un gigantesque réservoir, le lac Nasser. Long de 550 km, il occupe une superficie de plus de 5000 km². Au Soudan et en Égypte, près de 100 000 personnes devront être déplacées. Le gouvernement égyptien crée de nouveaux villages pour en héberger une partie. Le reste se disperse dans l'Égypte, notamment au Caire ou encore à l'étranger. De nos jours,
vu depuis la retenue d'eau qui recouvre aujourd'hui en Égypte la Nubie, le paysage est à la fois splendide et tragique. Les bords, quasiment désertiques, sont surplombés par des montagnes rocheuses. Ces massifs, autrefois visibles au loin depuis des rives verdoyantes, marquaient l'arrivée sur les plateaux du Sahara. Ces petits îlots, aujourd'hui entourés de dangereux hauts fonds, étaient il y a encore un demi-siècle les sommets d'anciennes montagnes. Les anciens nous racontent que la navigation ici, avant la construction du haut barrage, ressemblait à la navigation dans un canal ou une rivière. C'était facile auparavant de se déplacer d'un endroit à l'autre car en Nubie, le fleuve n'était pas large. Ils naviguaient sur de petites vagues et la nuit, ils se laissaient guider par les étoiles dans le ciel. À cette époque, il n'y avait pas de carte ni de GPS. Ils connaissaient tous les villages et ils marquaient des pauses quand il fallait, et puis ils continuaient leur chemin jusqu'à Assouan ou jusqu'à Alpha. La traversée du lac Nasser, au-dessus d'un pays fantôme, permet de partir sur les traces des pharaons bâtisseurs. Au milieu des années 1950, l'annonce de la construction du barrage entraîne pour les égyptologues une ruée archéologique. Ils n'auront que quelques années pour fouiller au mieux cette vallée qui recèle les traces de millénaires de présence humaine. Les équipes de recherche archéologique sont allées là-bas et ont vraiment étudié de très près ces sites. Mais bien sûr, ils n'avaient pas beaucoup de temps. C'est comme les fouilles de sauvetage en Allemagne, quand une nouvelle autoroute est construite, nous n'avons vraiment pas assez de temps. Les égyptologues ne pourront fouiller qu'à peine un tiers des sites d'intérêt archéologique avant que la montée des eaux ne rende impossible toute fouille. Le projet du barrage déclenche des réactions sur le sort réservé aux nombreux sites en Nubie. Comment choisir entre patrimoine et développement, entre la sécurité alimentaire et la préservation des vestiges du passé? La presse internationale se montre pessimiste sur les chances de l'Égypte, pays en voie de développement, à sauver autant de monuments. Certains envisagent même la visite des temples en combinaison de plongée. Mais la réalité est plus dramatique. Nombre de ces temples sont construits à même la roche friable et seront à jamais détruits. On dresse même un calendrier de la montée des eaux et des dernières années où seront visibles les chefs-d'œuvre pharaoniques. L'égyptologue française Christiane Desroches-Noblecourt décide de réagir. Fouillant en Égypte depuis plusieurs années, elle n'a pas peur de s'élever contre les menaces du barrage. Alors, je suis arrivée à ce moment-là devant un problème très grave. Les Égyptiens m'avaient dit, nous allons sacrifier les temples de Nubie. Ils vont se servir de la Nubie comme d'un lac de réserve, de retenue, et c'est fini. Il n'y aura plus de Nubie. Alors moi, ça m'a paru impossible. Je leur ai dit, écoutez, non, il faut essayer de faire autre chose. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ils sont comme ça, les Égyptiens. Je leur dis, mais laissez-moi quelques jours, je vais essayer de trouver les gens compétents, mais ce n'est pas possible que l'on sacrifie ainsi un terrain, parce que vous avez décidé que vous en avez besoin. Pour tenter de sauver les temples de Nubie dans un contexte international explosif, il faut trouver un cadre neutre. Christiane Desroches-Noblecourt arrive à poser le problème au niveau international. C'était une personne très connue en Égypte. Elle parlait personnellement au président Nasser et elle était également amie avec le directeur général de l'UNESCO. Je pense que c'est à travers ces relations que toute l'histoire est née, parce qu'elle a convaincu tout le monde que c'était un patrimoine qui devait être préservé pour les générations futures. L'UNESCO, jeune organisation internationale, se trouve sollicitée pour jouer un rôle. L'appel à la sauvegarde des monuments de Nubie est lancé du siège de l'organisation à Paris. Aujourd'hui, 8 mars 1960, pour la première fois, toutes les nations, au temps même où beaucoup d'entre elles poursuivent une guerre secrète ou proclamée, sont appelées à sauver ensemble les œuvres d'une civilisation qui n'appartient à aucune d'elles. Sur tous les continents, les appels à participation et à financement sont lancés.
il faut sauver les temples du Nil. Cet appel inédit captive aussi les plus jeunes et crée même des vocations. J'ai connu cette époque, quand j'étais très jeune, parce que je devais avoir 11-12 ans. Et en 6e, qu'est-ce qu'on fait? On apprend l'Égypte. J'étais devant ma télévision un soir en écoutant Malraux répondant à l'annonce de l'UNESCO. J'étais très ému et dès le lendemain, j'ai demandé à mon collège de faire une collecte pour sauver les monuments de la Nubie. C'est un élan absolument extraordinaire et certainement fondateur même, parce qu'il faut savoir que jusque-là, chaque pays conservait son patrimoine, le gardait bien précieusement, mais ne s'occupait pas du reste. Et c'est là que l'UNESCO est intervenue en lançant justement ce fameux appel aux nations pour dire il faut aider l'Égypte à sauver ses monuments parce que ces monuments n'appartiennent pas seulement à l'Égypte, ces monuments appartiennent à l'histoire de l'humanité. En Égypte, des personnalités se mobilisent elles aussi pour sauver le patrimoine du pays. Le ministre de la Culture, Sarwat Okasha, s'appuie sur la fascination de l'Occident pour l'égyptologie pour promouvoir la campagne de sauvetage. Il se sert notamment du pharaon le plus médiatique, Toutankhamon, pour organiser une exposition itinérante jusqu'en Amérique. Le grand public est lui aussi sensibilisé. De nombreux pays éditent même des timbres à l'effigie des temples menacés. Peu à peu, l'appel porte ses fruits et les financements arrivent des 4 coins du monde pour aider le projet de sauvegarde. Une cause fédératrice, malgré le contexte de la guerre froide. L'UNESCO est une agence qui rassemble des personnes autour de la table, car nous sommes une agence technique. Nous n'intervenons pas dans les questions politiques. Nous traitons en fait des actions sur le terrain pour protéger le patrimoine, afin de préserver l'environnement, d'assurer la communication entre les différents pays et d'assurer le dialogue. Mais la mise en place des solutions diplomatiques et techniques va prendre des années. Pendant ce temps-là, les travaux du barrage s'intensifient. Mais avant d'envisager tout sauvetage des temples, les égyptologues demandent un important travail de cartographie. L'IGN, l'Institut géographique national français, se voit confier 2 missions. Cartographier la vallée de Nubie, amenée à être submergée, documenter la situation de dizaines de sites historiques menacés. L'IGN est intervenu à partir de 1955 en Égypte à la demande de l'UNESCO. L'IGN avait des grandes compétences en matière de photographie aérienne, de photogrammétrie, de topographie, de cartographie. Technique récente, la cartographie aérienne est alors mise en œuvre. À cette époque sans satellite, seuls des aéronefs pouvaient couvrir l'immensité du territoire. L'IGN met alors à disposition une flotte d'avions dernier cri et bardée d'appareils de prise de vue. Les performances des HD-34 leur permettent notamment de voler à très faible vitesse, à peine 200 km/h, pour améliorer la qualité des prises de vue. Plusieurs milliers de clichés seront pris le long de la zone menacée par les eaux. Une fois récupérés, les films étaient développés et analysés pour créer des cartes. Ces documents sont les plus précis relevés de la Nubie avant son engloutissement. Ces cartes révèlent des paysages aujourd'hui invisibles, tout comme l'emplacement initial des temples menacés. L'ère est aujourd'hui numérique et les cartes s'appuient sur des images prises depuis l'espace. Mais aucun satellite n'a la capacité de créer une carte complète de ce qui se trouve sous le lac Nasser. À partir des relevés et photographies aériennes des années 1950, il est aujourd'hui possible de recomposer une carte 3D de paysages disparus, comme pour la zone des temples d'Abou Simbel. Le niveau du Nil, mesuré en 1959, était proche des temples. La construction du barrage prévoyait une montée des eaux de plus de 50 mètres. Ce que va révéler cette campagne de cartographie en Nubie égyptienne, c'est l'étendue du futur désastre. Plus de 20 temples sont condamnés. Les archives de l'IGN conservent aujourd'hui des trésors, les plus précis relevés des monuments de Nubie avant leur déplacement. Les plus spectaculaires sont sans aucun doute
les dessins des temples d'Abou Simbel. En 1813, le Suisse Jean-Louis Burckhardt redécouvre Abou Simbel lors d'une expédition clandestine qui traverse la Nubie. L'explorateur rapporte l'existence d'un immense temple entre le désert et le Nil. De majestueux colosses de pierre émergeant des sables ont gardé la porte et les secrets. En France, un jeune savant a vent de cette découverte et étudie des dessins détaillés des inscriptions du temple. Tout en découvrant la clé des hiéroglyphes, Jean-François Champollion a une révélation. Il s'agit d'une dédicace pour le pharaon Ramsès II. Né au XIVe siècle avant notre ère, ce souverain est l'un des plus grands rois d'Égypte. À son retour de la bataille de Kadesh contre les Hittites, Ramsès II va faire construire un monument en Nubie destiné à son culte et à plusieurs dieux. Le grand temple du roi est entièrement creusé dans la roche. La façade est large de 40 mètres et haute d'une trentaine de mètres. Les 4 statues géantes de Ramsès II font 20 mètres de hauteur. À l'intérieur, une première salle est bordée de grands colosses reprenant la position du dieu Osiris. De part et d'autre, les murs sont couverts de textes et de représentations du pharaon. Les ouvriers antiques ont réussi à creuser en ligne droite une enfilade de pièces qui mène jusqu'au Saint des Saints, le sanctuaire. 2 fois par an, le soleil se levait à l'horizon dans un parfait alignement avec l'entrée du monument. Ces premiers rayons s'engouffraient dans le temple jusque dans le sanctuaire, créant un phénomène mystérieux d'illumination. Comme par magie, seule la statue du dieu Ptah restait plongée dans l'ombre. Ces imposants temples, construits dans la roche sous Ramsès II, sont presque intacts. Si on peut les visiter de nos jours, c'est grâce à une incroyable opération qui a mobilisé des milliers de sauveteurs il y a plus de 50 ans. Passionné d'histoire de l'architecture, Adrien Chauveau a un lien particulier avec Abou Simbel. Son grand-père était René Maheu, l'ancien directeur général de l'UNESCO à l'époque du sauvetage. Abou Simbel, c'est aussi une histoire de famille. Dans les années 60, son grand-père s'était occupé avec l'UNESCO de l'opération de sauvetage. Et c'est la première fois que je viens et je suis très ému de découvrir enfin ces temples. J'ai entendu parler d'Abou Simbel depuis l'enfance avec ma grand-mère qui me racontait ce grand projet de l'époque. J'avais envie de venir en personne, me rendre compte et observer, me donner une idée de ce que c'était de réaliser ce chantier avec ces conditions incroyables. C'est un vrai tour de force d'avoir réuni autant de nations, d'avoir utilisé ces techniques dans le désert, dans l'urgence. Et je suis très admiratif de ce qui a pu être réalisé. La particularité des temples d'Abou Simbel est d'être des spéos, c'est-à-dire des sanctuaires creusés à même la roche. Des grands colosses jusqu'aux statues intérieures, tout est sculpté dans la pierre. Il était donc impossible de les désassembler, comme dans le cas d'un monument construit pierre par pierre. Comment dès lors les préserver sans les abîmer? Dans les années 1960, la croissance économique et les progrès considérables de la technique permettent la réalisation de grands chantiers de travaux publics. Barrages, autoroutes, ponts, tout semble possible pour les ingénieurs. Pour sauver les temples d'Abou Simbel, un appel d'offres est lancé par l'UNESCO. Plusieurs solutions sont proposées. L'UNESCO, avant tout, est un lieu d'échange intellectuel. Et qui dit échange intellectuel dit aussi échange technique et d'expertise. Si nous prenons comme exemple le cas de la campagne de Nubie, on peut voir toute la correspondance qui a eu lieu entre le Bureau des affaires de Nubie et tous les experts internationaux qui ont fait des propositions de sauvegarde et de sauvetage de ces sites-là. L'une des plus pessimistes des solutions est aussi la plus originale. S'il n'est pas possible de sauver les monuments du lac, alors pourquoi ne pas les visiter sous l'eau? Un architecte britannique propose aux futurs visiteurs de rejoindre par bateau un pilier de béton creux inspiré des plateformes offshore. Un ascenseur les ferait ensuite descendre à une 50aine de mètres depuis la surface pour rejoindre un caisson étanche. Cette salle, munie d'une paroi en verre, offre un spectacle étonnant. Sous l'eau, les temples se révèlent éclairés par des projecteurs.
Le dispositif aurait pu aussi servir de base de départ à des découvertes par des plongeurs. Mais d'autres visiteurs aquatiques auraient pu accompagner les touristes. Variante de cette solution, recouvrir les monuments par un globe conservant une eau claire pour plus de visibilité. Le principe de laisser le temple être immergé par le Nil, ça a cet avantage qu'on n'a pas besoin de le déplacer. Et on peut éventuellement aller le visiter en plongée. Simplement, à terme, ça suppose l'érosion du temple, qui est constituée de grès. Et le grès, c'est une roche friable, c'est une agrégation de sable. Un plan proposé par des ingénieurs italiens envisage de découper en un seul bloc les contours des temples, les monuments étant ensuite soulevés par une série de vérins hydrauliques. Une montée extrêmement lente et périlleuse, nécessitant une excellente coordination. Dans les bureaux européens, on pouvait envisager techniquement d'élaborer un plan dans lequel on découpait le temple, on creusait dessous et on le déplaçait 60 mètres plus haut grâce à des vérins hydrauliques. Par contre, la réalité sur le terrain, c'est que le site se situe dans le désert et il fallait acheminer énormément de matériel pour essayer de réaliser quelque chose de très précis. Il fallait coordonner l'élévation du temple au centimètre près, sans risquer de le casser. Une autre solution propose de profiter de la montée des eaux pour soulever progressivement les temples sur une grande barge à même de supporter leur poids. Finalement, la solution la plus réaliste pour sauver les temples d'Abou Simbel est de s'inspirer de ce qui les menace. Créer un autre barrage pour les mettre à l'abri des eaux. L'ouvrage s'inspire de celui qui se construit à Assouan, avec une largeur de 300 mètres d'épaisseur à la base, la hauteur étant de plus de 60 mètres. En 1963, l'arrivée d'experts s'intensifie à Abou Simbel. La solution technique n'est toujours pas arrêtée pour le sauvetage, et le temps presse, car le remplissage de la vallée par les eaux va bientôt commencer. Mais sur place, la réalité est bien différente que celle imaginée dans les cabinets d'études. Les ingénieurs doivent tenir compte de la situation de l'extrême sud égyptien, une région reculée, sans réelle route ni aéroport. À Abou Simbel, la solution d'un barrage autour du site doit être finalement abandonnée. Les temples sont-ils alors perdus à jamais? Mais l'UNESCO ne laisse pas tomber. Face à l'urgence, il faut se résoudre à soustraire les monuments à la montée du lac, même de manière peu conventionnelle. Le choix de découper le temple n'a pas été adopté rapidement. De nombreux pourparlers et réunions ont dû se dérouler en table ronde pour étudier l'éventail des propositions d'intervention. Plus de 160 plans de projets de sauvetage des temples d'Abou Simbel ont été reçus. 3 projets majeurs ont été retenus par l'UNESCO et c'est finalement le projet proposé par l'artiste égyptien Ahmed Osman qui a été adopté. Celui-ci se reposait sur l'idée de découper le temple en blocs, de le remonter plus loin à l'abri du lac, puis de le restaurer. Le principe radical retenu fut donc de découper et de déplacer les monuments pour les remonter le plus près de leur site d'origine. L'opération est confiée à un groupement d'entreprises allemandes, françaises, italiennes, suédoises et égyptiennes. Dès le lancement des opérations, de premières équipes d'ingénieurs arrivent sur le site pour préparer le chantier. Mais les réalités du terrain en Égypte ont de quoi les inquiéter. Le souci était quand même le temps, parce que de toute évidence, la décision avait été prise trop tard. Il fallait parer à la montée des eaux liée à la mise en eau du barrage d'Assouan. Et il fallait donc protéger nos temples par des bâtards d'eau, et il fallait avoir fini de les démonter avant que les bâtards d'eau ne soient submergés. Il était évident que ce n'était pas gagné. Au début du chantier, les sauveteurs découvrent des conditions de vie très précaires. Les villages étaient désertés, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'en bénéficier, si j'ose dire, parce que quand on a été trop nombreux pour coucher sur le bateau,
J'ai dû aller m'installer dans une maison rafistolée d'un village voisin. Il n'y avait personne, il y avait d'énormes troupeaux de chiens qui devaient faire 40-50 chiens. Là où nous nous trouvons ici, il n'y avait rien à l'époque. Aucun bâtiment, aucun arbre. Il n'y avait personne dans le coin. Par contre, il y avait plein de vipères et de scorpions. On les écrasait en marchant dessus et on leur lançait des pierres. Une fois, j'ai été piqué au pied par un scorpion. C'était terrible. J'ai crié de douleur pendant au moins 24 heures. Plusieurs équipes vont se succéder à Abou Simbel. Peu à peu, les conditions de vie s'améliorent. Des quartiers d'habitation sont créés pour les travailleurs, avec des maisons construites en dur. Luxe suprême sur ce plateau désertique, une piscine est même construite. Habitations, magasins, infirmeries et même une piste d'atterrissage viennent constituer une véritable agglomération dans le désert. C'est en partie elle qui forme aujourd'hui la ville actuelle d'Abou Simbel. Plus d'un demi-siècle plus tard, plusieurs anciens ouvriers vivent toujours sur place. Après les travaux, ils sont restés un temps employés pour la maintenance. Dans les années 1960, beaucoup d'entre eux étaient nubiens. Depuis les hauteurs, ils voyaient peu à peu l'eau monter et la vallée de leurs anciens villages être engloutie à une vitesse souvent inquiétante. En 1964, alors que les ingénieurs préparaient les travaux de découpage des temples, à 300 km au nord du site, d'autres commençaient à ériger le grand barrage d'Assouan. Les Russes faisaient le barrage sans se préoccuper du tout de ce qui se passait en amont. Ils avaient un timing, ils avaient un programme, ils avaient décidé pour gagner du temps de mettre en eau au fur et à mesure, tous les ans, d'utiliser la crue du Nil pour commencer à mettre en eau leur retenue. Et ce qui se passait en amont au sauvetage des temples, à mon avis, leur était totalement indifférent. L'eau commençant à monter dans les abords des temples, les ingénieurs doivent gagner du temps. Il faut isoler le site par un bâtard d'eau, une ligne de planches de métal plantée pour créer une barrière étanche. La façade du temple est recouverte de sable pour la protéger des vibrations du chantier. Un tunnel en métal est construit pour accéder à l'intérieur du monument. On a étayé la partie intérieure du temple de façon à ce que lorsque la roche au-dessus aurait été enlevée, le temple ne s'effondre pas. Parce qu'il n'était pas taillé en voûte, il était taillé avec un plafond plat. À l'intérieur, les ouvriers préparent des étais et des échafaudages pour faciliter les découpes. Sous la montagne, ils sont les derniers à voir les bas-reliefs avant leur déplacement. Le chantier de découpe du temple commence en mars 1964. Une équipe de 3000 ingénieurs et ouvriers se lance à l'assaut des géants de pierre pour les extirper de la montagne. Le découpage se fait selon un plan établi. Il commence par le haut des falaises. Plus bas, les égyptologues sont contraints de voir les colosses livrés à la tronçonneuse. Sur certaines parties, les entailles ne doivent pas être supérieures à 6 mm d'épaisseur. Aucune machine ne pouvant faire ce travail de précision, c'est à la main que sont maniés les scies, conçus spécialement. À l'intérieur, le travail le plus éprouvant est le découpage des plafonds. Les scies fonctionnant à quelques centimètres des têtes des ouvriers. L'opération est une course contre la montre. Sur le chantier, on doit installer des projecteurs pour poursuivre les travaux, y compris la nuit. Le 31 mars 1966, le temple est fini d'être démonté. Il était temps. Les eaux finissent par s'engouffrer dans le site. Au total, les monuments d'Abou Simbel se retrouvent découpés en 807 blocs pour le grand et 235 pour le petit. Car il a aussi été décidé de sauver l'autre chef-d'œuvre du site, le temple dédié à Néfertari, l'épouse du pharaon. Loin d'être aussi grand que celui de Ramsès II, ce monument
était lui aussi creusé à même la roche, face au Nil. Les artistes ont sculpté sur sa façade 6 statues colossales représentant le pharaon et la reine. Elles mesurent près de 10 mètres de hauteur. À l'intérieur, la salle principale est renforcée par des colonnes hathoriques, dont les chapiteaux rappellent la tête de la déesse Hathor. Pour échapper à la crue du Nil, l'immense puzzle des temples doit être déplacé sur plusieurs centaines de mètres en haut de la falaise par des camions. Une route a été creusée à cet effet sur la montagne. Les monuments sont destinés à être reconstruits 65 mètres plus en hauteur par rapport à leur altitude initiale. Les ingénieurs vont procéder très délicatement à l'assemblage des blocs, car les égyptologues sont très attentifs à l'état des sculptures et des bas-reliefs. Les traces de découpe doivent être quasiment invisibles. L'assemblage des têtes des colosses est un monument particulièrement délicat. Une partie des montagnes des temples sont elles aussi déplacées sur le nouveau site. Mais comment les faire tenir sur les monuments sans les écraser? Les ingénieurs ont une solution. Construire une coque de béton armé. Un immense dôme de 60 mètres de portée, construit dans une véritable prouesse technique au bord du désert. Des collines artificielles sont reconstruites dessus, à partir des blocs découpés dans les falaises originelles. En septembre 1968, l'inauguration du nouveau site d'Abou Simbel est saluée par la communauté internationale. À l'abri des crues du Nil, les temples peuvent désormais continuer à braver les siècles et à accueillir les visiteurs bien au sec. En 1970, les travaux de construction du grand barrage s'achèvent. L'immense réservoir que constitue la Nubie égyptienne va bientôt prendre le nom de lac Nasser et atteindra sa pleine capacité en 1976. Mais si Abou Simbel a pu être sauvé, de nombreux trésors restent encore menacés. Faute de temps et de moyens pour les sauver, ils vont être en grande partie sacrifiés. C'est le cas du temple de Ptah de Guerfusen. Malheureusement, il y a des temples qui n'ont pas été sauvés, à cause de la fragilité de la mauvaise qualité de la pierre avec laquelle ils ont été construits. Vous voyez la statue juste derrière? Elle vient d'un temple. Elle représente Ramsès II. C'est lui qui a ordonné la construction du temple de Guerfusen. Guerfusen est une petite copie du temple d'Abou Simbel. Il était aussi creusé dans la montagne. Mais contrairement à Abou Simbel, il a été en grande partie creusé dans un rocher très fragile, en grès argileux. Cette statue de Ramsès II a été sauvée. Elle se trouvait à l'intérieur d'une salle creusée qui en comportait 6 identiques. Le reste du monument gît aujourd'hui par 50 mètres sous la surface du lac Nasser. Seuls quelques fragments ont pu être sauvés des eaux. À 200 km de navigation d'Assouan, l'ancien site d'Amada comportait l'un des plus anciens monuments de la Nubie. Ce temple, dédié à Horus puis à Amon-Ré, a été construit par le pharaon Thoutmôsis III au XVe siècle avant notre ère. Il a été plusieurs fois réaménagé. Pendant la construction du barrage d'Assouan, la faible altitude du site en a fait l'un des premiers temples menacés. L'entrée monumentale et ses colonnes furent alors démontées et déplacées par les services égyptiens. Mais le cœur du temple comportait de magnifiques bas-reliefs encore pourvus de couleurs. Trop fragiles, ils ne pouvaient pas être découpés au risque de les voir tomber en poussière. Une équipe française est alors appelée pour tenter de déplacer en une seule fois le sanctuaire. Dans un terrain sableux, le déplacement en camion est impossible pour une telle charge. La solution trouvée est la voie ferrée. Une première opération consiste à creuser sous le temple pour le dégager du sol. Le monument est ensuite consolidé et placé sur une plateforme avec d'infinies précautions. À l'aide de vérins, le temple va avancer
centimètre par centimètre. Faute de matériel suffisant, les ouvriers doivent remonter les rails tous les 150 mètres. L'opération prendra ainsi plus de 3 mois sous un soleil de plomb. Elle faillit échouer à cause de la crue du Nil en 1964, plus forte que prévu. Après 3 km de déplacement et 60 mètres d'élévation, l'opération est achevée en 1965. De nos jours, Hamada fait partie des temples déplacés que l'on peut visiter. On peut toujours y admirer les bas-reliefs et leurs couleurs quasiment intactes. Paradoxalement, c'est un sanctuaire situé tout près du barrage qui dut attendre en dernier son sauvetage. Philae, cette île sur le Nil, a vu passer de nombreux explorateurs attirés par le romantisme des lieux. Ce sont surtout les derniers pharaons qui l'ont couverte de monuments. Principalement consacrés à la déesse Isis, ceux construits par les souverains ptolémaïques, la dynastie de la reine Cléopâtre, sont les mieux conservés. Construite jusque sous l'Empire romain, Philae a attiré plusieurs empereurs, comme en témoigne l'un de ses temples emblématiques, le kiosque de Trajan. Déjà la proie des crues du Nil depuis des siècles, Philae avait vu son destin s'assombrir au début du XXe siècle, avec la construction d'un premier barrage à Assouan. Après l'édification du grand barrage, Philae est prise en étau entre les deux digues sur le Nil. Nous étions très inquiets et effrayés par Philae. Lorsqu'il fallait contrôler l'eau du Nil alors qu'il y avait moins d'eau dans le fleuve, il fallait ouvrir d'autres portes du haut barrage afin de pouvoir bien contrôler celui d'Assouan. C'est pourquoi l'île pouvait se retrouver recouverte d'eau. La solution la plus simple pour préserver cette île était de réguler le niveau d'eau autour de ses rives. Les Pays-Bas, experts en construction de digues, proposent leur aide. Une série de barrages entre les îles environnantes et la berge du Nil est envisagée pour conserver le caractère insulaire de Philae. Mais cette solution est finalement abandonnée. Le coût s'avère trop élevé et la circulation des eaux près du barrage pourrait endommager les digues de protection. Fort de l'expérience de déplacement des autres temples, le démontage du sanctuaire est jugé préférable. Mais Philae était déjà prise entre les deux barrages et la plupart des pierres de ces temples étaient déjà sous l'eau. Il fallait d'abord trouver une solution pour y accéder. Pour assurer le sauvetage des parties du sanctuaire, 17 000 planches métalliques ont été utilisées pour enclaver l'ensemble du site. Puis du sable a été déversé à l'intérieur de ce barrage pour le consolider. Après, ils ont pu commencer à pomper l'eau recouvrant des vestiges. Ce travail colossal commença en 1972. Il fut rendu difficile par l'épaisse couche de limon recouvrant Philae depuis des décennies. Une fois l'île protégée par ce bâtard d'eau, un fastidieux travail d'évacuation de terre commença pour les ouvriers. Une fois tous les vestiges retirés de Philae, la protection en métal est démontée et l'eau engloutit l'île définitivement. Mais pour que Philae, telle une Atlantide qui rejaillit des eaux, puisse briller de nouveau, les temples devaient retrouver une nouvelle place sur le Nil. Une solution se trouvait à 300 mètres. L'idée qui a été retenue à ce moment-là, c'était de déplacer tous les monuments de l'île de Philae pour les mettre sur une île voisine, qui s'appelle l'île d'Agilkia, et qui était plus élevée, donc à l'abri de toute forme d'inondation. Comme l'île d'Agilkia n'avait pas la même forme, elle a été découpée pour refaire exactement la même forme que l'île de Philae et replacer tous les monuments dans la même orientation. Cette montagne de granit au milieu du lac fut arasée de 30 mètres et remodelée dans l'aspect originel de Philae. À partir de 1977, les travaux d'aménagement commencèrent sur la nouvelle île pour préparer le terrain à l'une des plus grandes opérations de remontage de monuments de l'histoire. Le 10 mars 1980, entre les deux barrages d'Assouan, une myriade de bateaux navigue sur les eaux du Nil. Le sanctuaire de Philae est de nouveau accessible aux visiteurs. Ce qu'on voit aujourd'hui,
a la même beauté, la même poésie, le même romantisme que ce qui était avant qu'elle ne soit déplacée. Aujourd'hui, quand on y va, on n'a pas l'impression, si on ne le sait pas, que cette île a été complètement déménagée. C'est prodigieux d'avoir pu sauver, d'avoir pu reconstituer à l'identique cette île totalement emblématique et si précieuse pour le patrimoine égyptien. En naviguant de nos jours sur le lac Nasser, aux eaux souvent troubles, il est devenu impossible de voir au fond l'emplacement des anciens sites antiques. L'un des plus petits temples de Nubie, celui d'Elessia, était creusé dans la roche en contrebas d'une falaise proche du Nil. Son sauvetage, mené par une équipe italo-égyptienne, a été l'un des plus périlleux à cause de la crue de 1965, inhabituellement forte. Une barge avait été prévue pour déplacer les morceaux une fois découpés du temple, mais la brusque montée des eaux précipitera l'opération. L'embarcation servira d'ascenseur aquatique pour décrocher in extremis les blocs sculptés. Cet exploit et le travail accompli en Nubie verra attribuer aux Italiens les vestiges du temple d'Elessia. C'est aujourd'hui dans le nord de la péninsule, entre les rives du Pô et les montagnes des Alpes, que l'on retrouve la trace de ce monument sauvé des eaux. Le musée égyptologique de Turin conserve l'une des plus anciennes collections d'antiquités égyptiennes et même ce trésor. Le temple d'Elessia a été construit vers le milieu du XVe siècle avant Jésus-Christ, à la demande du pharaon Thoutmôsis III, surnommé le Napoléon d'Égypte à cause des nombreuses conquêtes que le pharaon avait menées en Nubie et au Levant. Bien sûr, la présence d'un temple égyptien en territoire nubien n'était pas seulement un hommage aux dieux locaux, mais aussi un moyen de contrôler le trafic de caravanes qui, à travers le Nil, amenaient des produits précieux d'Afrique vers l'Égypte. Dans les années 1960, au cœur de la campagne de Nubie, des discussions ont lieu entre l'Égypte et d'autres États participants. L'objectif, obtenir eux aussi des vestiges pour nourrir les collections de leur musée. Un pays va réussir à se faire donner un monument impressionnant. Débode est l'un des plus grands temples à avoir quitté l'Égypte. Après le sauvetage de ce monument très dégradé, ces pierres ont reposé près de 10 ans sur l'île éléphantine. En 1970, leur destination est en Europe, à Madrid. Le temple de Débode a été construit il y a 2200 ans par un roi non égyptien, le roi Adija-Lamani de Méroé, qui fut le premier à construire la chapelle centrale du temple. Puis furent ajoutées plus de chambres à l'époque ptolémaïque et par les empereurs romains Octave Auguste et son successeur Tibère. Pour parvenir en Espagne, les vestiges de Débode ont remonté le Nil, embarqués à Alexandrie dans un autre bateau, pour Valence, puis ont été transportés par camion à Madrid. Dans ce montage réalisé à Madrid, les pierres d'origine ont été conservées et d'autres pierres similaires des carrières de Salamanque ont été utilisées. Sur le monument, on peut remarquer la différence entre les pierres d'origine et les nouvelles. Grâce à la documentation sur le temple, ainsi qu'avec les dessins et les photos des voyageurs ayant vu le temple de Débode, il a été possible de le reconstruire de manière assez fidèle à l'original. Débode a été sauvé des eaux, mais reste fragile. Aujourd'hui, se pose la question de sa conservation dans un climat très différent de celui de l'Égypte. La conservation du temple devrait plutôt se faire en réaménageant l'espace, en insérant le temple au sein d'un milieu contrôlable, comme par exemple un musée ou une structure fermée. Cela permettrait ainsi de contrôler l'environnement intérieur. Dans les années 1960, des dizaines de pièces archéologiques sont évacuées en toute hâte en aval du barrage à Assouan. Ces blocs provenaient d'un temple ayant failli finir au fond du lac. New York, c'est à Manhattan qu'il faut se rendre pour découvrir ce que les États-Unis ont obtenu en retour de leur contribution à la campagne de sauvetage.
Situé sur la 5e avenue, le Metropolitan Museum of Art rassemble des collections venues des 5 continents. Son département égyptien est l'un des plus complets au monde. Et depuis 1978, une surprise de taille y attend les visiteurs. Dendur, ce petit sanctuaire, est aujourd'hui le temple le plus loin du Nil. Ces pièces ont fait un long voyage. Chaque bloc a été mis dans une caisse et transporté en Méditerranée, mis sur un bateau et a ensuite navigué jusqu'à la rivière Hudson. À New York, les blocs ont été déchargés et amenés au musée par camion, et ensuite ils ont été stockés à l'extérieur sous une immense tente pendant plusieurs années, le temps qu'ils collectent l'argent et qu'ils construisent le bâtiment qui abritait Dendur. Dendur permet aux visiteurs de découvrir l'architecture des monuments de la fin de la période pharaonique. Les égyptologues ont étudié de près ces représentations et ces hiéroglyphes. L'aspect a l'air égyptien, mais le fondateur du temple ne l'est pas. Nous savons que Dendur a été achevé vers l'an 10 avant Jésus-Christ. Nous ne savons pas exactement quand sa construction a commencé, probablement entre 15 et 12 avant Jésus-Christ. Il a été commandé par César Auguste après sa conquête de l'Égypte ptolémaïque. L'Égypte remerciera d'autres pays participants aux opérations de sauvetage avec des cadeaux pharaoniques, comme le temple de Tafé aux Pays-Bas, ou encore une porte du temple de Kalabcha à Berlin. La campagne de sauvetage des temples de Nubie se sera étalée sur 3 décennies. La plus grande opération de déplacement de monuments jamais entreprise a été largement réussie. Ceci grâce à une mobilisation internationale sans précédent, des solutions techniques innovantes et les efforts de milliers d'hommes et de femmes sur le terrain. Certes, plusieurs monuments n'ont pas pu être sauvés, et l'ancienne vallée fluviale perd à jamais la possibilité de fouiller ces rives disparues. Quant aux Nubiens, ils ont dû quitter leur village, désormais englouti. Mais les campagnes archéologiques d'urgence ont aussi permis de documenter l'histoire de la Nubie, et une lumière sans précédent a pu être mise sur le sud du pays. Jamais on ne s'était mobilisé de cette façon. Il n'y avait jamais eu une telle mobilisation internationale pour sauver des monuments. La campagne nubienne était en fait le début du concept de patrimoine mondial. Tous les aspects que nous avons vus pendant la campagne ont été en fait plus tard pris en compte par la Convention du patrimoine mondial. Quand les Nubiens voient ces temples sauvés, ils ont le sentiment que leur village existe encore. Et comme pour le temple d'Amada qui a été déplacé. Alors en le voyant, ils ont l'impression que tout leur village a été déplacé et pas seulement leur temple. En Égypte, en 1979, les temples sauvés et déplacés le long du lac Nasser ont été classés au patrimoine mondial. On peut aujourd'hui les visiter dans leur même alignement qu'à l'époque des pharaons, et sous le même soleil qui a vu s'écouler les grandes heures d'une civilisation multimillénaire.